Vers minuit, il commença à pleuvoir. Léa se réveilla en sursaut et sentit soudainement comme si quelque chose était tombé sur son corps. Elle commença à ressentir une étrange démangeaison. Léa entendit une voix dans sa tête. « Tu en as besoin, va dans sa chambre et laisse-le dormir avec toi. » Il était une fois, dans une petite ville africaine appelée Mboro, une jeune femme nommée Aïcha. Elle était la fille du pasteur de la petite église locale. Son père s'appelait pasteur Samuel et sa mère Rachel. Aïcha était une jeune fille bien élevée, issue d'une famille pieuse. Pasteur Samuel prêchait sur la pureté. Il avait épousé sa femme en tant que vierge et souhaitait que sa fille Aïcha conserve sa virginité jusqu'au mariage. Dès son plus jeune âge, Aïcha avait appris l'importance de vivre une vie chaste et de se préserver pour son futur mari, comme une femme respectable le devrait. Après avoir terminé ses études secondaires au collège communautaire, Aïcha devint apprentie chez un tailleur renommé pour apprendre la couture. Cela devait l'occuper pendant qu'elle attendait d'être admise à l'université. Au magasin de tailleur, Aïcha rencontra une jeune femme de son âge nommée Fatou. Les deux filles devinrent instantanément amies. Après le travail, elles rentraient ensemble à la maison, bavardant tout en marchant le long des routes animées avant de se dire bonne nuit au carrefour menant à leurs maisons respectives. Contrairement à Aïcha, Fatou ne vivait pas avec ses parents. Elle habitait dans une petite maison qui avait appartenu à sa grand-mère maternelle décédée. Quelques semaines après qu'Aïcha eut commencé sa formation de tailleur, une amie de sa mère nommée Madame Diallo rendit visite à Rachel un soir pour la mettre en garde contre la nouvelle amie d'Aïcha, Fatou. Selon Madame Diallo, Fatou était la fille d'un sorcier nommé Bakari. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Bakari avait utilisé ses pouvoirs obscurs pour tuer la mère de Fatou, ce qui avait poussé cette dernière à quitter la maison de son père pour vivre seule après la mort de sa mère. Madame Diallo conseilla à Rachel de couper tout lien d'amitié entre Aïcha et Fatou, la fille du sorcier maléfique. Lorsqu'Aïcha rentra chez elle ce jour-là, sa mère la prit à part et lui raconta tout ce que Madame Diallo avait dit à propos de Fatou et de la nécessité pour Aïcha de mettre fin immédiatement à leur amitié. Cependant, pour la première fois de sa vie, Aïcha s'opposa à sa mère et refusa. « Non, maman, je me moque de ce que tu dis sur le père de Fatou. Fatou est une bonne fille et une amie incroyable. Rien de ce que tu diras ne me fera mettre fin à notre amitié, » déclara Aïcha. Sur ce, Aïcha continua son amitié étroite avec Fatou. Les deux devinrent rapidement les meilleurs amis, partageant des secrets et tout le reste. En tant que l'une des filles les plus sages et les mieux élevées de la petite ville, le jeune prince nommé Karim s'intéressa à Aïcha et vint demander sa main. Les parents d'Aïcha furent ravis d'un tel honneur et donnèrent volontiers leur bénédiction pour cette union. Fatou avait également un petit ami nommé Sékou, qui lui avait promis de l'épouser. Fatou rendait souvent visite à Sékou le week-end et passait tout son temps avec lui. Un après-midi, Fatou rendit une visite inattendue à Sékou chez lui et fut choqué de le trouver au lit avec une autre fille. Au fil des années, Fatou avait entendu des histoires sur la terrible réputation de Sékou, qui était infidèle et couchait avec n'importe qui, mais elle n'avait jamais cru ces rumeurs jusqu'à ce moment où elle vit la vérité de ses propres yeux. Dans un élan de colère, Fatou jeta la bague de fiançailles que Sékou lui avait offerte quelques semaines plus tôt par terre. Elle lui dit que c'était fini entre eux et sortit de chez lui, le cœur brisé. Fatou retourna au magasin de tailleur en larmes, pleurant de manière incontrôlable à cause de cette douloureuse trahison. Aïcha fit de son mieux pour consoler son amie, mais Fatou ne fit que pleurer davantage. Sur le chemin du retour, Fatou raconta tout ce qui s'était passé à Aïcha en détail. Aïcha ressentit une grande pitié pour Fatou, qui avait dû subir une telle trahison. Elle fit de son mieux pour remonter le moral de son amie. « Fatou, ce n'est pas la fin du monde, » assura Aïcha. « Je suis sûre que tu trouveras un homme meilleur qui t'aimera et te valorisera vraiment très bientôt. » Plus tard dans la nuit, alors que Fatou était assise sur son lit dans sa petite maison, elle commença à se souvenir de tous les bons moments et souvenirs qu'elle avait partagés avec Sékou et de ses promesses de l'épouser un jour. « Pourquoi devrais-je laisser un seul incident de tromperie ruiner tout ce que nous avions ensemble ? Peut-être que j'ai surréagi, » se dit Fatou à voix haute. Le lendemain, Aïcha fut choquée lorsque Fatou lui parla de ses nouveaux plans. Retourner supplier Sékou de lui pardonner et de la reprendre. « Je pense que j'ai réagi de manière excessive, » admit Fatou. Sur ce, elle demanda à Aïcha de l'accompagner chez Sékou pour s'excuser et reprendre la bague de fiançailles qu'elle avait jetée dans sa colère. Aïcha n'était pas du tout d'accord avec l'idée que Fatou retourne vers le même homme qui l'avait trompée sans aucun signe de remords sincère, mais le cœur de Fatou était complètement aveuglé par son infatuation, et elle refusa d'écouter la voix de la raison d'Aïcha. Fatou était déterminée à regagner l'affection de Sékou,
peu importe ce qu'il en coûterait, malgré sa douloureuse trahison. Le plan était qu'Aïcha irait d'abord parler à Sékou au nom de Fatou. Une fois qu'elle aurait réussi à le convaincre et à obtenir son accord pour reprendre Fatou, celle-ci entrerait. Ainsi, les deux jeunes femmes se mirent en route vers la maison de Sékou pour mettre ce plan à exécution. Une fois arrivée, Aïcha entra seule tandis que Fatou attendait sous un arbre près de la maison, comme prévu. À l'intérieur, Aïcha trouva Sékou assis sur une natte, l'air incroyablement triste et déprimé, en train de boire du vin de palme frais. Aïcha le salua poliment et lui dit qu'elle était venue pour parler de la situation entre lui et Fatou. Sékou l'accueillit chaleureusement et l'invita à s'asseoir sur la natte. Il se leva brièvement pour aller dans sa petite cuisine. Sans que personne ne le sache, Sékou ouvrit une petite boîte et ajouta une substance poudreuse mystérieuse dans une tasse vide avant d'y verser du vin de palme. Sékou revint et tendit la tasse de vin de palme à Aïcha. Elle le remercia et prit une gorgée de la boisson teintée. Et ce fut la dernière chose dont Aïcha se souvint. Aïcha se réveilla quelque temps plus tard pour se retrouver dans un état de confusion totale, allongée sur un lit en bois, dans un état dévasté, avec ses vêtements éparpillés partout. Il ne fallut pas longtemps pour que la réalisation esséurante la frappe. Elle avait couché avec Sékou, qui lui avait arraché de force sa précieuse virginité. Alors qu'Aïcha essayait de comprendre cette situation horrifiante, Fatou entra en trombe dans la maison après avoir perdu patience en attendant trop longtemps dehors. Fatou fut complètement choqué de voir sa meilleure amie Aïcha dans un état aussi compromettant sur le lit de Sékou. Avant qu'Aïcha ne puisse prononcer un mot pour expliquer, Fatou poussa un cri perçant d'angoisse et de trahison. « Espèce d'homme diabolique, tu t'es forcé sur moi et tu as pris ma virginité, toute ma fierté et ma pureté » cria Aïcha. Le visage de Fatou se déforma de rage. « Espèce de serpent trompeur et volage, je savais que tu étais vil mais je n'aurais jamais imaginé que tu tomberais aussi bas. Notre amitié est terminée. Espèce de prostituée déshonorante. » Sur ce, Fatou fit demi-tour et sortit en trombe de la maison, laissant une Aïcha traumatisée derrière elle dans sa détresse. Malgré les fausses hypothèses et les malentendus, Aïcha ne trouva pas la force de courir après Fatou pour essayer d'expliquer ce qui s'était réellement passé. Elle se sentait tellement honteuse, sale et complètement dévastée d'avoir perdu son innocence de manière aussi cruelle. Dans les jours qui suivirent, Aïcha devint très différente de son habitude. Elle avait toujours l'air triste et renfermée. Cependant, elle ne pouvait se résoudre à dire à ses parents qu'elle avait perdu sa virginité, la chose la plus précieuse qu'il voulait qu'elle conserve jusqu'au mariage. Son père la verrait comme une fille sans valeur s'il découvrait ce qui s'était passé. Qu'en est-il du prince? Voudrait-il encore l'épouser si cela s'ébruite? Tant de pensées traversaient l'esprit d'Aïcha. Oh, et Fatou? Comprendra-t-elle qu'Aïcha était aussi une victime ici? Fatou lui pardonnera-t-elle un jour? Aïcha pleura. Le lendemain, Aïcha décida de rendre visite à Fatou pour au moins lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Dès que Fatou vit Aïcha approcher de sa maison, elle la chassa immédiatement. « Comment oses-tu montrer ton visage ici, espèce de petite prostituée » cria Fatou en chassant Aïcha de sa maison, refusant d'entendre ce qu'Aïcha était venue dire. Après le départ d'Aïcha, Fatou continua à réfléchir à la manière parfaite de régler son compte à Aïcha. « Je vais rendre visite à mon père, et tu deviendras la prostituée que tu es vraiment », conclut Fatou. Ce soir-là, Bakary était assis dans son sanctuaire. Il fut choqué de voir sa fille Fatou debout à la porte après tant d'années. En larmes, Fatou raconta à son père comment la personne qu'elle considérait comme sa meilleure amie l'avait trahi en lui prenant son futur mari. « Père, je veux que tu fasses de cette prostituée un urinoir public pour tous les hommes du village, » dit Fatou. Bakary rit. « Vraiment, un lion ne peut pas donner naissance à une chèvre. Fatou, tu es vraiment la fille de ton père. Maintenant, prends cette calebasse et prononce son nom 3 fois dedans, et ton souhait sera exaucé, ma fille. Dans 3 jours, elle deviendra encore pire qu'une prostituée, courant après tous les hommes du village, assura Bakary à sa fille. Après avoir essayé en vain de supplier Fatou de lui pardonner, Aïcha décida qu'elle ne pouvait pas vivre dans la honte éternellement. Elle devait continuer sa vie, qu'elle soit vierge ou non. 3 jours plus tard, le prince Karim rendit visite à Aïcha et à ses parents. Il exprima son désir d'emmener Aïcha au palais pour rencontrer ses parents et passer un peu de temps avec eux avant le mariage. Les parents d'Aïcha acceptèrent, trouvant que c'était une excellente idée. Aïcha, excitée, fit quelques bagages et suivit le prince au palais pour rencontrer ses parents, le roi et la reine. En arrivant au palais, le prince Karim présenta Aïcha à ses parents, qui furent ravis de la rencontrer et impressionnés par le choix de leur fils pour une épouse.
Ah, la fille du pasteur, dit le roi avec enthousiasme. Après le dîner, ils se dirent tous bonne nuit, et Aïcha fut conduite dans une très belle chambre où elle devait séjourner pendant son séjour au palais. Vers minuit, il commença à pleuvoir. Aïcha se réveilla de son sommeil et sentit soudainement comme si quelque chose était tombé sur son corps. Elle commença à ressentir une étrange démangeaison. Aïcha entendit une voix dans sa tête. « Tu en as besoin, va dans sa chambre et laisse-le dormir avec toi », dit la voix. Aïcha se leva comme si elle était contrôlée. Elle quitta sa chambre et entra dans celle du prince. « J'ai froid », dit-elle en tremblant. Le prince la prit dans une étreinte chaleureuse, espérant la réchauffer, mais Aïcha commença à bouger ses mains le long de son corps. Le prince fut surpris au début, car on lui avait dit qu'Aïcha était vierge et il avait l'intention de garder cela ainsi jusqu'à leur nuit de noces. « Es-tu sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-il. « Oui, mon prince, » répondit Aïcha. Et ainsi, il coucha avec elle. Cependant, cela ne s'arrêta pas là. Aïcha continua à demander de plus en plus, jusqu'à ce qu'à l'aube, le prince soit épuisé et fatigué, mais Aïcha était toujours prête à continuer. « Quel genre de femme est-ce » demanda le prince, frustré. Le prince prit Aïcha hors du palais sans dire un mot au roi et à la reine. Il la ramena directement chez son père et leur dit que le mariage était annulé, puis partit. Lorsque ses parents demandèrent à Aïcha ce qui s'était mal passé au palais, elle leur mentit en disant que le prince était en colère parce qu'elle avait refusé de le laisser la toucher. « Tu as bien fait, ma fille. Ne compromets jamais ta pureté pour qui que ce soit, prince ou non, » dit Samuel en serrant fièrement sa fille dans ses bras. Le lendemain, sur le chemin du magasin de tailleur, la sensation étrange de démangeaison et la voix étrange dans sa tête recommencèrent. « Aïcha, tu as besoin d'un homme maintenant » tonna la voix. C'est alors qu'elle vit quelqu'un venir de l'autre côté de la route. C'était Moussa, un jeune homme qui lui avait demandé de sortir avec lui il y a quelques mois, mais qu'elle avait repoussé. Moussa fut surpris de voir Aïcha lui sourire, contrairement à son habitude. Avant que Moussa ne comprenne ce qui se passait, Aïcha l'avait enlacé étroitement. Moussa saisit rapidement l'opportunité, l'emmena dans un buisson voisin et coucha avec elle. Mais Aïcha n'était pas satisfaite. Elle continua à demander de plus en plus, jusqu'à ce que Moussa soit épuisé. Et ainsi, elle continua à passer d'un homme à un autre, les suppliant de coucher avec elle, mais personne ne pouvait la satisfaire. Bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler sur Aïcha, la prostituée qu'aucun homme ne pouvait satisfaire. La nouvelle parvint à Samuel, mais il refusa de croire ce qu'on disait de sa fille. « Ce sont des mensonges incroyables. Ma fille est une bonne fille, disait-il. » Aïcha savait qu'elle avait besoin d'aide, mais à qui pouvait-elle se confier? Ses parents seraient dévastés s'ils découvraient ses activités avec les hommes. Elle espérait seulement qu'un jour tout cela s'arrêterait. Une nuit, Aïcha se réveilla avec la même étrange démangeaison. Elle avait besoin d'un homme dès que possible, mais il était tard dans la nuit. Le seul homme à proximité était son père. La démangeaison devint si intense que Aïcha se glissa discrètement dans la chambre de son père, les larmes aux yeux, le suppliant de coucher avec elle. Samuel fut stupéfait. Tout était donc vrai après tout. « Esprit impur, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir d'elle », commença à prier Samuel avec ferveur. Rachel se réveilla et les rejoignit, et ils prièrent jusqu'à l'aube. Au matin, Samuel appela quelques membres de confiance de son église. Ils continuèrent à prier jusqu'à ce que l'esprit maléfique que le père de Fatou avait envoyé dans le corps d'Aïcha soit chassé, et elle fut délivrée à la gloire de Dieu. Des mois plus tard, Aïcha fut admise à l'université dans la grande ville et quitta Mboro pour ses études, laissant toutes ses expériences horribles derrière elle. Pendant sa dernière année, Aïcha rencontra un jeune homme nommé Idriss. Ils tombèrent amoureux, et il lui demanda bientôt sa main. Après l'obtention de leur diplôme, Aïcha et Idriss se marièrent, et elle déménagea dans la grande ville pour vivre avec son mari. Cependant, Aïcha et Idriss rendaient souvent visite à Mboro pour voir ses parents. Lors d'une de leurs visites, Aïcha vit une jeune femme folle mendiant sur le bord de la route. Quand elle s'arrêta pour lui donner quelque chose, elle reconnut instantanément qui c'était. Fatou. Aïcha resta immobile, les yeux fixés sur Fatou, qui mendiait au bord de la route. La jeune femme qu'elle avait autrefois considérée comme sa meilleure amie était maintenant méconnaissable, vêtue de haillons, le regard vide et perdu. Aïcha sentit une profonde tristesse l'envahir, mais aussi une gratitude immense. Elle avait été délivrée de l'emprise du mal, mais Fatou, elle, semblait encore prisonnière de ses propres démons. Idriss, son mari, posa une main réconfortante sur son épaule.
Tu ne peux pas sauver tout le monde, Aïcha, murmura-t-il doucement. Mais tu peux prier pour elle. Aïcha hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle savait qu'Idriss avait raison. Elle ne pouvait pas effacer le passé, mais elle pouvait espérer un avenir meilleur pour Fatou. Aïcha et Idriss continuèrent leur chemin, mais cette rencontre laissa une empreinte profonde dans le cœur d'Aïcha. Elle réalisa à quel point la vie pouvait être fragile et à quel point les choix que l'on faisait avaient des conséquences durables. Elle décida de partager son histoire avec d'autres jeunes femmes, pour les avertir des pièges de la vie et leur montrer qu'il y avait toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Aïcha avait appris beaucoup de ces épreuves. Elle avait compris l'importance de rester fidèle à ses valeurs, même face à la tentation. Elle avait vu comment la vengeance et la colère pouvaient détruire une vie, comme cela avait été le cas pour Fatou. Elle avait également réalisé à quel point il était crucial de choisir ses amitiés avec soin, car les mauvaises fréquentations pouvaient entraîner des conséquences désastreuses. Grâce à la prière et à la foi de ses parents, Aïcha avait été délivrée de l'emprise du mal. Cela lui avait montré la puissance de la spiritualité et de la communauté pour surmonter les épreuves les plus sombres. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Aïcha avait réussi à se relever. Elle avait trouvé l'amour, poursuivi ses études et construit une vie épanouie. Elle avait appris à pardonner, même à ceux qui ne le méritaient pas, et cela lui avait permis de vivre en paix. En voyant Fatou, Aïcha se rappela à quel point il était important de rester vigilant face aux influences négatives et de se protéger spirituellement. Elle espérait que, un jour, Fatou trouverait aussi la paix et la rédemption. Aïcha et Idriss quittèrent Mboro avec un sentiment de gratitude et de détermination. Ils savaient que la vie était pleine de défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, en restant fidèles à leurs valeurs et en gardant espoir en un avenir meilleur.